Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leurs rêves une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Si demain on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabiliserait immédiatement. Chaque action compte et chaque année compte. Chaque tonne de CO2 compte, chaque dixième de degré compte. Cette absence d'inertie nous met face à notre responsabilité, nous, humains. Les choix d'aujourd'hui conditionnent le climat futur et le climat de demain. Pas de la fin du siècle, mais de 2040-2050. Les faits scientifiques sont tels aujourd'hui que l'on sait où on va, avec peu d'incertitudes. On sait où on va, on sait où on ne veut pas aller, et on sait où il faudrait aller. Le seuil de température de 1,5 degré sera franchi avec une très grande probabilité dans la décennie 2030. Mais 2030, ça se joue aujourd'hui. C'est une question de responsabilité parce qu'on est face à des certitudes. Et face à ces certitudes, j'ai voulu traiter en profondeur la question climatique en tendant mon micro à Christophe Cassou, qui a coécrit le dernier rapport du GIEC. Le monde de demain n'est pas un monde punitif. C'est un monde où le bien-être est certainement beaucoup plus grand. Il y a des co-bénéfices à lutter contre le réchauffement climatique, à tous les niveaux. Il ne s'agit pas d'arrêter le mode de vie tel qu'il est, mais de le transformer. Par contre, il s'agit de ne pas contribuer à un système qui, de toute façon, doit changer. Quels sont les faits scientifiques ? Quelle est la différence entre la météo et le climat ? Qu'est-ce qui nous attend ? Comment s'adapter ? Avec Christophe Cassou, on parle du rapport du GIEC, du climat et du futur. Après cette écoute, on ne peut plus regarder ailleurs. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas. J'ai essayé de rendre le sujet le plus digeste possible pour que tu puisses le partager autour de toi, à ton copain climato-sceptique ou à tes parents qui sont perdus. Cet épisode est assez technique, il chamboule un peu, mais j'espère qu'il te donnera l'élan pour rejoindre cette transformation collective. Bonjour Christophe Cassou. Bonjour. Merci de m'accueillir au Cerfax sur le campus de Météo France, à Toulouse. Tu es climatologue, co-auteur du dernier rapport du GIEC et directeur de recherche au CNRS. On va revenir brièvement sur ton parcours et après j'aimerais consacrer l'entièreté de cet épisode au climat et notamment au réchauffement climatique. Déjà, je tenais vraiment à te remercier de prendre ce temps-là parce que je sais que tu es très sollicité en ce moment par beaucoup de médias suite à la dernière canicule pour juste porter ta voix sur ces sujets-là et tu as accepté de prendre ton temps pour Nouvel Œil, donc ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et j'aimerais qu'on revienne sur le petit garçon que tu étais pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te concentrer sur ces sujets-là. En fait, le petit garçon que j'étais était fasciné par les nuages. Et l'adulte que je suis est toujours fasciné par les nuages. Quand j'étais tout gamin, école primaire, je dessinais des nuages, je faisais aussi quelques relevés météo. J'ai fait mes premiers relevés météo, je crois, à l'âge de 7-8 ans. Et ensuite, c'est devenu une passion de comprendre les processus de l'atmosphère, qu'on vivait, ce qu'on expérimentait, ce qu'on ressentait. Et donc j'ai grandi près de la mer. Je pense que j'ai été très irrigué ou en tout cas impacté par la force des éléments. J'étais toujours fasciné par les tempêtes ou les orages qui arrivaient de la mer en été. C'est vraiment une fascination pour tous les processus atmosphériques qui font que je me suis intéressé à la météo et puis ensuite j'ai basculé pour le climat parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas la différence entre la météo et le climat, bien évidemment. C'est quoi la différence justement ? C'est une des questions que j'avais plus tard, mais je vais la poser maintenant. La météo, c'est vraiment l'étude d'un phénomène de courte durée, quelques jours, quelques heures, quelques jours, au plus quelques semaines, avec cette idée de prévision météo, c'est-à-dire cette idée de pouvoir prévoir la temporalité de l'événement.
Tandis que le climat, c'est l'étude de l'ensemble des possibles météorologiques sur une longue période. Alors généralement, on prend 30 ans, on pourrait prendre 40 ans, 50 ans ou 100 ans, et on regarde en fait quels sont les différents possibles météorologiques, donc qui incluent par exemple les vagues de chaud, les vagues de froid, qui incluent les tempêtes, la statistique des tempêtes. Surtout la statistique des tempêtes et pas la tempête en tant que telle, mais vraiment l'occurrence des tempêtes sur une année ou la probabilité ou le risque d'avoir une canicule. Tout ça sur une longue période. Donc c'est l'étude des possibles météorologiques. Et alors, quelles études tu as décidé d'entreprendre ? Alors, des études un peu sinueuses pour arriver à ce métier de climatologue. D'abord, j'ai fait une école généraliste, une école d'ingénieur généraliste. Puis ensuite, je me suis spécialisé sur la physique quantique. Je suis revenu à mes premiers amours, on va dire, qui sont les processus atmosphériques. Et donc, j'ai fait un deuxième DEA à l'Université de Toulouse sur la dynamique atmosphérique et océanique. Et ensuite, j'ai fait ma thèse. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te spécialiser, entre guillemets, sur le réchauffement climatique ? Alors, ma spécialité ne porte pas complètement sur le changement climatique, elle porte sur la variabilité climatique, c'est-à-dire les fluctuations climatiques à toutes les échelles de temps. Donc, de l'échelle journalière à l'échelle saisonnière, voire annuelle, d'une année sur l'autre, voire d'une décennie à l'autre. Donc je m'intéresse à ces fluctuations climatiques et en particulier à la part de ces fluctuations qui est liée aux activités humaines. Et alors, comme tu es directeur de recherche, tu fais énormément de découvertes et tu as beaucoup de chiffres sous les yeux qui sont assez alarmants liés au réchauffement climatique. Est-ce que ta conscience sur ce sujet-là s'est forgée au fil de ces découvertes ou est-ce que déjà en amont, tu étais très sensibilisé à ce sujet ? Alors ma conscience du changement climatique s'est forgée au fil des découvertes, au fur et à mesure de ma thèse. Et j'ai essayé de déterminer quelle est la part de ces fluctuations climatiques liées aux activités humaines et la part liée aux fluctuations naturelles, à des processus naturels dans la mesure où le système climatique est chaotique et donc développe ses propres fluctuations de manière spontanée. Donc on essaie de déterminer cette part-là. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que l'influence humaine devenait prépondérante. Alors c'était il y a 20 ans, où on était en fait très prudent encore sur la part liée aux activités humaines dans le réchauffement climatique observé. Mais au fur et à mesure des années, on voit que cette part a grandi jusqu'à, dans le dernier rapport du GIEC, arriver à cette conclusion très forte qui est que le changement climatique aujourd'hui est sans équivoque et que l'intégralité du réchauffement climatique observé sur la dernière décennie est liée aux activités humaines. Donc cette conscience-là, elle est arrivée petit à petit et je dirais qu'il y a peut-être une rupture dans cette prise de conscience. C'est la canicule de 2003, un événement qu'on considérait comme quasiment impossible et qui, en fait, était un des premiers marqueurs du changement climatique, dans le sens où des canicules inédites pouvaient arriver dans un climat changeant, dans un climat se réchauffant. On n'avait pas encore la certitude, mais en tout cas, c'était cohérent avec ce à quoi on s'attendait, et qui est confirmé à peu près 20 ans après, quoi. Sur le lien entre les événements extrêmes, les vagues de chaleur, les canicules, les pluies diluviennes, les sécheresses, les méga-feux. Le lien entre ces événements extrêmes et le réchauffement global aujourd'hui est sans équivoque. Et donc, on sait aujourd'hui avec certitude que l'homme est responsable du réchauffement climatique depuis le début de l'ère industrielle, notamment vers la fin du 19e siècle où on a appris que la molécule de CO2 avait un pouvoir de réchauffement via le processus d'effet de serre. Pour les personnes qui resteraient peut-être sceptiques quant au fait que nous contribuons en tant qu'humanité au réchauffement climatique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi nos modes de vie justement accélèrent ce changement ? Je pense que c'est toujours difficile d'accepter que les activités humaines, et en particulier les activités humaines liées à certains modes de vie, le mode de vie occidental on est le moteur, toujours difficile de se dire la perturbation que l'on introduit dans le système climatique est du même ordre de grandeur, voire va à l'encontre des forces naturelles. Oui. Le climat a toujours varié. Ce qu'on appelle les paramètres astronomiques, c'est-à-dire là qui régulent la quantité d'énergie qui vient du Soleil sur la Terre, que la Terre reçoit du Soleil. Et aujourd'hui, on est en train de modifier tellement la composition chimique de l'atmosphère que la perturbation d'énergie qu'on introduit dans le système climatique est du même ordre de grandeur que les grandes fluctuations climatiques naturelles. On a du mal à s'imaginer qu'aujourd'hui, quand on caractérise le changement climatique en cours, les facteurs naturels nous jouent très peu.
La manière dont on arrive à cette conclusion est essentielle pour comprendre que ces faits-là sont sans équivoque. En premier, il y a les observations. Les observations, on considère les observations, on analyse les observations, on en a de plus en plus. On en a dans tous les compartiments du système climatique, dans l'atmosphère, dans l'océan, au niveau des glaces aujourd'hui. On connaît bien mieux également les interactions entre les sols et puis l'atmosphère. On connaît bien mieux le cycle du carbone. On a une amélioration des connaissances à partir des observations qui nous permettent de mieux déterminer quels sont les facteurs de variation. Ensuite, on utilise également des modèles, des modèles climatiques. On se place dans deux mondes. Le monde réel, avec nos émissions de gaz à effet de serre, qui proviennent essentiellement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, mais aussi de la déforestation et de l'usage des sols. 90% les énergies fossiles et puis 10% l'artificialisation des sols, incluant la déforestation. Donc on se place dans ce monde-là, donc le monde avec des humains, et on simule ce monde climatique avec des humains. Et puis ce qui est génial avec les modèles, c'est que on peut couper certains processus, ou on peut fixer certains processus. Comme lesquels ? Par exemple, on fixe la concentration de gaz à effet de serre à des valeurs pré-industrielles. Pré-industrielles, ça veut dire 1800. On prend comme référence 1850. Donc, on regarde la concentration de gaz à effet de serre en 1850. On a une bonne estimation de cette concentration-là à partir des carottes de glace qu'on va extraire en Antarctique ou au Groenland. La glace a emprisonné des petites bulles d'air qu'on analyse et qui permettent d'avoir une estimation très détaillée de la concentration des différents gaz dans l'atmosphère. Donc on connaît cette concentration-là. Et on la compare à celle d'aujourd'hui. On la compare à celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté à peu près de 50% par rapport à cette valeur pré-industrielle. Donc dans nos modèles, on fixe la concentration de gaz à effet de serre à la valeur 1850 et on intègre le modèle jusqu'en 2022. Oui. Et on regarde en fait si le monde contrefactuel est compatible avec le monde factuel, avec le monde réel. Et on voit aujourd'hui que le monde, si on fixe sans l'homme, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Et on voit que dans nos modèles, les deux mondes sont différents et sont disjoints. Donc très clairement, c'est l'homme qui a accéléré ces changements. Donc très clairement, c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Et c'est pour ça que dans le dernier rapport du GIEC, il y a ce mot sans équivoque. Le sans équivoque est très fort parce qu'il n'y a plus de probabilité. C'est un fait établi. Plus de doute. Plus de doute. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le dernier rapport du GIEC et qui ne savent pas ce que c'est que le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, ça nous paraît évident, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Est-ce que tu peux nous parler des dernières connaissances sur le changement climatique et ses conséquences qui justement ont été présentées dans le dernier rapport ? Alors, les dernières conclusions qu'on a, les conclusions fortes du dernier rapport, moi je vais parler un petit peu de la partie géophysique parce que je suis climatologue et donc je suis géophysicien. Les dernières conclusions nous montrent que aujourd'hui, le climat s'est réchauffé à un rythme sans précédent depuis 2000 ans. Que la dernière fois où la température était aussi élevée, donc le climat s'est réchauffé de 1,1 degré par rapport à, toujours pareil, cette référence, 1850, référence pré-industrielle. Le lien entre événements extrêmes et réchauffement global est aussi établi et de manière beaucoup plus robuste dans ce nouveau rapport, grâce au progrès des connaissances. À partir de meilleures observations aussi, on a des événements extrêmes, parce que généralement les événements extrêmes sont très localisés, donc il faut avoir une couverture observationnelle forte. Donc grâce aux observations et puis grâce à la progression aussi de la modélisation, on a aujourd'hui ce lien très robuste entre les événements extrêmes. Et puis ensuite, ce qu'on montre aussi, c'est que les choix d'aujourd'hui conditionnent le climat futur et le climat de demain. Pas de la fin du siècle, mais de 2040-2050. Et une conclusion très forte de ce dernier rapport du GIEC, donc qui est sorti en 2021-2022, c'est que le système climatique n'a pas d'inertie. Oui. Juste en 2 mots, nous expliquer ce que c'est que l'inertie. Si demain on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabiliserait immédiatement. De même les extrêmes climatiques. On ne reviendrait pas en arrière, parce qu'on est dans un schéma irréversible. Pour d'autres facteurs, comme le niveau de la mer, il y a une inertie. Le niveau de la mer va continuer à monter sur des millénaires, même si on stabilise le réchauffement, parce que les glaces vont continuer à fondre. Mais par contre, pour la température sur les continents, par exemple, elle se stabilise.
Donc ça, c'est nouveau et c'est aussi un plaidoyer pour l'action. Parce que ça veut dire que chaque action compte et chaque année compte. Chaque tonne de CO2 compte, chaque dixième de degré compte. Cette absence d'inertie nous met face à notre responsabilité, nous, humains. Et alors, comment on devient responsable? Comment on agit concrètement? Alors, il n'y a pas qu'on sait tout ça. Alors, une fois qu'on sait tout ça, donc il faut bien évidemment évaluer le panel des solutions. Et j'insiste sur le mot panel. Il n'y a pas une solution, mais ça sera une multitude de solutions. Il faut revoir entièrement nos modes de vie dans le sens où il faut diminuer les émissions de CO2 dans tous les secteurs. La manière dont on se déplace, la manière dont on s'alimente, la manière dont on se chauffe. L'ensemble des secteurs est touché, doit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut le faire de manière coordonnée, non plus en silo comme on le faisait avant. On traitait ces différents secteurs de manière séparée. Aujourd'hui, il faut les traiter de manière cohérente parce qu'on voit que les uns se nourrissent des autres. Et tout ça avec une injonction de justice climatique, justice sociale, équité et solidarité. Mais alors ce discours-là et ces solutions, comment elles sont reçues par notamment les gouvernements? Là, je sais que tu étais avec 25 autres scientifiques devant l'Assemblée nationale ces 3 derniers jours pour aller parler aux nouveaux députés et les sensibiliser à ces questions-là et leur présenter justement les découvertes du dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'ils répondent, eux? Alors, je pense que auprès des décideurs, mais décideurs au sens large, pas forcément les politiques, il y a un besoin il y a des enjeux importants d'éducation, de pédagogie et de montée en connaissance sur ce que moi j'appelle la contrainte non négociable géophysique. C'est-à-dire que les émissions de CO2 et la concentration de CO2 ou des autres gaz à effet de serre ne sont pas des chiffres dans un fichier Excel avec lequel on peut négocier ou on peut jouer. C'est vraiment des paramètres naturels non négociables qui conditionnent le climat futur. Donc c'est important de montrer que les enjeux environnementaux, climat et biodiversité, sont dans des contraintes dans lesquelles il va falloir s'insérer et ne plus les discuter. La politique ensuite consiste à dire comment. Comment s'insérer dans cette contrainte-là. Mais aujourd'hui, si on veut limiter le réchauffement climatique à un niveau donné, il faut arriver à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est pas un slogan politique. C'est une contrainte géophysique. Il ne faut plus qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une contrainte. Et dans cette contrainte-là, il faut que la politique se fasse et que le faire démocratie se fasse, le faire société se fasse. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble des secteurs qui doit être compatible avec cette trajectoire bas carbone et cette trajectoire ensuite de neutralité carbone. Et donc, comment on fait? On parlait tous les deux tout à l'heure de cette fameuse décroissance qui est le mot en lui-même, tu n'aimes pas trop l'employer. Il y a notamment la sobriété qui a été présentée dans le dernier rapport du GIEC comme une des solutions pour s'adapter. Pour toi, quel est le monde de demain? Vers quoi il faut tendre pour essayer de limiter ces catastrophes? Alors, d'abord, il faut tendre vers un monde désirable. Le monde de demain, avec un monde bas carbone, n'est pas un monde punitif. C'est un monde où le bien-être est peut-être et certainement beaucoup plus grand, dans la mesure où il y a des co-bénéfices à lutter contre le changement climatique à tous les niveaux. Des co-bénéfices en termes de qualité de l'air, donc des bénéfices en termes de santé. Des co-bénéfices en termes de rendement agricole, donc des co-bénéfices en termes de sécurité alimentaire. Transiter vers une alimentation beaucoup moins carnée a des impacts également sur la santé. Les études sont très claires aujourd'hui. Un régime alimentaire avec un peu plus de protéines végétales est meilleur qu'un régime alimentaire basé sur les protéines animales. Il y a aussi des co-bénéfices en termes de justice, justice sociale et équité, dans la mesure où lutter contre le changement climatique permet de lutter aussi contre les inégalités. La cohérence avec les objectifs de développement durable de l'ONU introduit de manière indispensable la notion de sobriété ou de soutenabilité. Et le GIEC en donne une définition qui est très, très précise et qui montre bien la complétude de cette notion-là. La sobriété, c'est l'ensemble de politiques, de mesures et de pratiques quotidiennes, au jour le jour, qui évitent des demandes d'énergie, de matières premières, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être de tous et dans les limites planétaires. Et chaque mot compte dans cette définition-là. Le mot sobriété, en fait, correspond à des enjeux de transformation. Non pas au niveau
individuelle uniquement, l'individu en fait partie, collectif. mais collectivement, et donc des enjeux de transformation en fait de nos infrastructures collectives, de nos institutions, des changements socioculturels aussi pour in fine transiter vers des modes de vie bas carbone, quoi. Donc des changements systémiques dans les transports, dans les bâtiments, dans les bâtiments, dans l'industrie, dans l'énergie, dans les régimes alimentaires, voilà, de manière totalement transverse pour diminuer en fait nos émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier rapport du GIEC a évalué ce potentiel de diminution, et c'est considérable. C'est entre 40 et 70% à l'échéance 2050. En 2020, on a eu 7% d'émissions de gaz à effet de serre en moins dû au confinement. Et 7%, c'est l'ambition qu'il faudrait avoir si on veut s'aligner sur les accords de Paris. Alors comme on ne peut pas être confiné tous les ans et que ça impacte l'économie, je me mets à la place de justement ces dirigeants qui souvent répondent oui, mais économiquement parlant, comment on fait ? Alors comment on imagine la société de demain pour espérer atteindre ces 7% d'émissions en moins sans impacter l'économie ? Alors évidemment, on ne peut pas être confiné chaque année. Et d'ailleurs, cette expérience insiste sur la nécessité de transiter vers d'autres modes de vie. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter le mode de vie actuel. Et de le transformer. Mais de le transformer. On ne peut pas l'arrêter tel qu'il est. Il faut vraiment se diriger, transiter, se transformer vers des modes de vie bas carbone. Donc, après le Covid, on a repris le même mode de vie. Donc en fait, c'était vraiment une pause. Et on voit aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre de 2022 seront très certainement plus grandes que 2019, donc l'année avant le Covid. Ce qui nous montre aussi l'ampleur des changements. Oui. Et la nécessité des changements dans le sens où on ne peut pas faire juste stop. Et alors, comment on fait face à l'éco-anxiété ? J'imagine que toi, tu dois être le premier touché en ayant la tête dans ces chiffres tous les jours et en voyant que les choses mettent beaucoup de temps à bouger et que c'est très complexe. Comment tu le vis au quotidien ? Et c'est une question qui concerne aussi notamment les jeunes qui aujourd'hui sont conscients et ont parfois peur, moi la première. Alors, je pense que l'éco-anxiété est un sentiment qui est tout à fait justifié dans la mesure où le futur, les risques futurs sont croissants et sont menaçants. Et je pense que l'éco-anxiété est d'autant plus grande que, en particulier chez la jeunesse, parce que la jeunesse n'est pas aux manettes. La jeunesse est très consciente des enjeux et aussi du climat futur qui nous attend, parce que les faits scientifiques sont tels aujourd'hui qu'on sait où on va, avec peu d'incertitude. On sait où on va, on sait où on veut pas aller et on sait où il faudrait aller. Donc cette jeunesse, elle est confrontée à ce panel-là, à ce panel des possibles, sans être aux manettes, et donc elle subit le changement climatique. Donc quand on subit, généralement on devient anxieux, parce qu'on n'a pas de prise sur ce qui nous arrive. Moi, je compense mon éco-anxiété, on va dire, par l'action. Comme pour beaucoup. Voilà, par le fait de faire des conférences, par le fait d'aller dans les écoles, je compense par des discussions avec des décideurs dans des comités de communes, dernièrement avec les députés. Voilà, l'action permet de diminuer cette éco-anxiété, ce sentiment d'impuissance, parce que l'éco-anxiété, à mon avis, vient de l'impuissance, et donc de faire partie d'être un acteur d'un changement, même si on n'a pas un devoir moi, j'estime pas avoir un devoir de réussite. Par contre, pour diminuer mon éco-anxiété, j'ai un devoir au moins d'essayer. Et de transmettre ce que tu sais. De transmettre et de participer à l'émergence de signaux faibles. Et je pense que ce qui est important pour la jeunesse, pour diminuer aussi cette éco-anxiété, c'est d'aligner sa carrière professionnelle et d'aligner ses modes de vie avec ses valeurs. De ne pas faire un métier qui soit incompatible avec ce futur désirable bas carbone. Et donc ne pas contribuer en fait à un système qui de toute façon doit changer. Donc là, il y a de la dissonance qui apparaît, il y a de l'épuisement qui apparaît, et je pense que ça nourrit cette éco-anxiété ou ça nourrit cette angoisse qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, ça explose, quoi. Oui. L'éco-anxiété grandit quand on est seul. Et elle diminue quand on est à plusieurs et quand on rentre dans l'action. Et je pense que donc participer dans des assos, dans des initiatives, dans des dynamiques collectives permet de diminuer cette éco-anxiété. Chacun peut trouver sa place suivant son caractère, suivant ses valeurs, suivant ses envies. Il n'y a pas d'injonction particulière sur l'activisme, sur la désobéissance civile, bien sûr il en faut,
c'est pas pour tout le monde. Il faut des personnes qui aillent compter peut-être des espèces d'oiseaux dans des associations. Les activités de chacun sont des petites briques en fait dans cette dynamique de diminution d'éco-anxiété, dynamique collective de diminution d'éco-anxiété. Et alors en toute objectivité, que ce soit de façon très péjorative ou au contraire avec beaucoup d'espoir, comment tu imagines la société de demain ? C'est difficile, c'est une question difficile. Là, il n'ose pas dire que ça va être très compliqué. Moi, j'imagine une société plus solidaire, hein, même si les tendances actuelles tendent à l'individualisme, tendent tendent au clivage. Je pense que il y a quand même, en particulier dans la jeunesse, je trouve, il y a cette solidarité qui moi me touche, dans laquelle j'ai espoir. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont réalisé que le changement climatique est là et il va falloir s'adapter à ce changement climatique et il faut tout faire aussi pour l'atténuer. Et donc, je pense que quand on dit que la société n'est pas prête à évoluer vers des modes de vie différents, je suis pas forcément d'accord. Ça représente pas ce que moi je peux percevoir dans mes différentes interventions de médiation scientifique. Alors peut-être que je suis dans une bulle, mais je pense pas. Je pense que je sens une évolution depuis, on va dire, 3, 4 ans, 5 ans, 2018, 2019, vers cette volonté collective de transformer ce monde qui, en fait, nous est très brutal, qui est douloureux pour beaucoup, et qui va le devenir de plus en plus si on ne transite pas vers des modes de vie bas carbone. Et si justement on continue dans cette trajectoire, en 2050, qu'est-ce qui nous attend ? Si on considère les promesses des différents États qui ont été mises sur la table lors de la COP26 à Glasgow, on se dirige à la fin du siècle vers un réchauffement de 3,2 degrés, ce qui implique un réchauffement de 2 degrés vers le 2050 à peu près. Alors 2 degrés, de nouveau, ça peut ne pas être beaucoup. Et peut-être je prends un exemple pour le rendre un peu plus concret. Oui. Si on prend la canicule de juin 2019, sur laquelle on a fait des études et sur laquelle on a des chiffres, on n'a pas encore les chiffres sur la dernière canicule de cette année, de juin 2022, mais son amplitude était assez comparable. Si on prend la canicule de juin 2019 avec le record de 46 degrés dans le lac de Croc-Sillon, cette canicule-là, elle a aujourd'hui, avec un réchauffement de 1,1 degré de la planète, elle a une chance sur 50 d'arriver. Dit autrement, vous imaginez un dé à 50 faces. La face 50, c'est la face canicule. Au mois de mai, vous tirez ce dé tous les mois de mai et il y a une chance sur 50 que ça tombe sur la face canicule. 1,1 degré, une chance sur 50. 1,5 degré, qui va être franchi pendant la décennie 2030, on passe à une chance sur 10. 2 degrés, vers 2050, on pense à une chance sur 4. Une chance sur 4, ça veut dire que la canicule qu'on vient de vivre, c'est quasiment la norme. Donc, chaque fraction de degré compte, chaque dixième de degré compte. Et donc, on s'en va vers ce monde-là. Et c'est un monde où donc, les événements extrêmes sont plus intenses. Les événements extrêmes de canicule, bien évidemment, mais aussi les événements extrêmes liés à ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Ce sont les pluies diluviennes, les pluies extrêmes, les précipitations extrêmes, ou également les sécheresses. Et on voit que pluie diluvienne et sécheresse s'accentuent. Donc en fait, on a une intensification du cycle de l'eau, une fluctuation du cycle de l'eau qui est plus grande. Les événements plus secs deviennent encore plus secs et les événements plus précipitants deviennent encore plus précipitants. On a vraiment dans notre jargon, on appelle ça une augmentation de variance. On s'attend à un monde dans lequel les risques sont augmentés, les impacts sont croissants, sont menaçants sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Mais là, on a beaucoup parlé géophysique, mais la biodiversité et les écosystèmes sont aussi fortement impactés par le changement climatique dès aujourd'hui. On voit que dans le dernier rapport du GIEC, que la moitié des espèces qui ont été analysées, dont les comportements ont été évalués, la moitié de ces espèces aujourd'hui ont déjà migré
vers le nord pour s'adapter à ce climat qui est changeant et qui se réchauffe. Alors c'est le cas des oiseaux par exemple, ou c'est le cas de certains mammifères qui peuvent se déplacer. Par contre, les écosystèmes arbres, forêts, eux deviennent de plus en plus vulnérables parce que leur temps de migration est beaucoup plus grand. Les échelles de temps sont beaucoup plus grandes. Ça se chiffre en siècles, en millénaires, pour s'adapter à un climat qui est changeant. Donc des milieux les milieux terrestres en fait sont très vulnérables, mais également certains milieux marins, et en particulier les coraux. Donc les coraux, c'est pas uniquement des belles photos de l'Australie ou de Tahiti. Les coraux correspondent en fait à 25% du capital biodiversité avec les phytoplanctons dans le monde. Voilà, donc c'est toute une chaîne alimentaire qui est une chaîne trophique dont dépendent les sociétés humaines. Il y a à peu près 1 milliard d'habitants qui dépendent aujourd'hui des ressources de pêche associées à l'écosystème corail, on va dire. Donc la perte de ces coraux induit en fait des risques en cascade, des risques donc pour toute la chaîne trophique, des risques au final des risques alimentaires, sécurité alimentaire, puis sécurité alimentaire dans ce cas en plus des aléas climatiques, géophysiques, pluie, sécheresse qui vont induire donc des migrations, et donc on rentre là dans un changement qui est systémique et qui est global. Ça entraîne en fait des effets en cascade, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les risques en cascade, qui sont évalués dans le deuxième volet du rapport du GIEC, qui porte sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités des sociétés humaines et des écosystèmes. La prise en compte de ces risques en cascade a conduit à une réévaluation en fait des risques globaux par rapport au précédent rapport du GIEC. D'accord. C'est-à-dire que pour un même niveau de réchauffement, le risque tel qu'il est évalué aujourd'hui, les risques tels qu'ils sont évalués aujourd'hui sont plus grands. Le scénario des forts réchauffements 5-6 degrés qu'on imaginait dans les années fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010. Aujourd'hui, ces scénarios-là deviennent de moins en moins probables par nos actions. Donc là, c'est positif. Ça veut dire que déjà, même si on a fait des transformations qui sont incrémentales et qui sont par silos, elles ont quand même conduit à ce décrochage et à cette probabilité plus faible d'avoir des scénarios plus fortement réchauffants. 3,2 degrés à la fin du siècle, ça reste très chaud. Oui. Mais les risques en plus ont été réévalués. Et alors on va terminer par une dernière petite question qui est la question signature du podcast. Quel conseil aujourd'hui tu voudrais donner aux jeunes ? Un seul conseil ? Ou plusieurs. Ou plusieurs conseils. Autant que tu veux. Alors, être ensemble, cultiver les valeurs solidarité et aligner son parcours de vie professionnelle, vie privée, avec les valeurs qui permettent de lutter contre le changement climatique, donc justice, équité, solidarité, respect des écosystèmes, cultiver l'émerveillement de la nature, qui est pour moi absolument essentiel parce que elle contribue à notre bien-être et elle nous sépare pas du vivant parce qu'on fait partie en fait de la biodiversité nous aussi. Et donc on a envie de la protéger cette nature si on est émerveillé par elle. Exactement. En partie on le voit chez les enfants. Une bonne entrée pour sensibiliser les enfants aux enjeux climat, parce que bien sûr ils ne comprennent pas ces enjeux-là en tant que tels, mais une bonne entrée c'est celle de l'émerveillement de la nature qui, quand on s'émerveille, on la protège. Et le challenge est de montrer que quand on protège la nature, on se protège aussi à nous. Merci beaucoup Christophe Cassou pour tous ces partages. J'espère que ça aura été utile, mais j'ai aucun doute. Et encore merci pour ce précieux temps. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.